Dans le même temps, il faut évidemment que la puissance publique et le secteur privé changent complètement de braquet sur la question écologique. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça? Quand on voit que, si je peux me permettre Ouais. d'utiliser des grands mots, cette oligarchie politique formatée depuis des décennies, voire certaines générations, depuis des générations, est-ce que tu sens ce basculement, ce changement de paradigme au sein même de nos élites, quand on les voit s'augmenter en arrivant dans les ministères, quand on les voit comme ça se balader, tu comprends ce que je veux Oui, dire? je vois très bien. Il y a, à mon avis, alors, de nouveau, comme pour les traders tout à l'heure, hein, je disais, il y a aussi des traders qui ne touchent pas à la coke, etc. Il y a aussi des politiques qui ne se grattent pas le nez aussi, hein. Ouais, il y a aussi des politiques qui bossent et qui ont compris les enjeux écologiques. Voilà. De mon point de vue, et ça rejoint un tout petit peu ce qu'on se disait il y a quelque temps, le lieu de la résistance la plus profonde, c'est la finance. C'est pas tellement la classe politique. La classe politique, en fait, quand même, aujourd'hui, a compris la gravité de l'enjeu. Il vient d'où Macron? Macron, c'est un haut fonctionnaire de l'Inspection générale des finances qui a pantouflé dans le secteur bancaire d'affaires chez Rothschild, puis qui est revenu dans la fonction publique, comme beaucoup de hauts fonctionnaires qui font des va-et-vient entre la haute fonction, la haute finance privée et la haute finance publique. Donc, ce que je peux raconter pour illustrer ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des financiers de la City à Londres il y a quelques mois, où on a passé une journée à la Royal Academy of Science, dans un endroit magnifique d'ailleurs, sur les questions écologiques et, disons, la gravité du désastre écologique et l'enjeu du financement de la transition énergétique vers des énergies renouvelables. On a eu un certain nombre de discussions, d'abord sur le diagnostic écologique, qui montrait que tout le monde autour de la table était bien informé. Donc mes interlocuteurs savaient, ont compris que nous allons vers des effondrements de type régional, continental, que le Sahel est dans une position extrêmement difficile, qu'on va avoir des millions, des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont courir dans tous les sens sur la planète pour aller chercher un endroit pas hostile à la vie humaine dans les années qui viennent. Ils ont compris que la fonte du pergélisol, ce qu'on appelle le permafrost en anglais, aussi bien à la surface de la Terre, donc en Sibérie, Alaska, Groenland, que sous la mer, avec les hydrates de carbone voilà, qui explosent. avec les hydrates, voilà, qui vont lâcher du méthane, que ça, si ça s'accélère, ça veut dire qu'on se prend plus 5, 6, 7, 8 degrés, et personne ne sait où ça s'arrête, dans les décennies qui viennent. Et ça veut dire que la survie de l'espèce humaine est en jeu. C'est ça que ça signifie. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'évidence empirique qui montre que on en est déjà là, mais on n'a pas d'évidence empirique qui montre le contraire. Donc il y a un débat extrêmement intense et angoissé à l'intérieur de la communauté scientifique sur la mesure des émissions de méthane à la surface de l'océan Arctique. Voilà. En fait, on manque de mesures. On manque de mesures sur ça? Ouais, Mais pourtant, j'ai des copains qui bossent chez Total au niveau de la prospection et qui me disent, voilà, quand les hydrates de carbone ils pètent sous l'eau, il y a les gouvernements qui s'excitent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des tests de bombes nucléaires, ils savent pas d'où ça viennent et ils ont compris depuis un certain nombre de décennies que ça ouais, mais réchauffait. malgré tout, non, les derniers travaux, y compris ceux qui sont publiés en 2018, l'an dernier, montrent qu'en fait, on a un gap entre les instruments de mesure qu'on a posés sur Terre et la mesure de la densité en méthane de l'atmosphère à mi-altitude. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas mesurer ce qui sort vraiment de l'océan. Donc en fait, à mi-altitude, il y a plus de méthane qu'à la surface de la Terre. Et le différentiel entre les deux pourrait être dû à ce qui vient de l'océan. Mais aujourd'hui, ce n'est pas démontré. Voilà. Donc il y a un débat là-dessus. Mais la réalité de ce débat traduit quand même le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse. Bon, tes copains de la City, ils ont fini Alors, comment? Ils se sont un peu bourrés, non, ils non. se sont dit, voilà les gars... Une fois qu'on a dit tout ça, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, le message de ceux qui étaient là, donc qui ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la City, mais en tout cas d'un certain nombre de financiers qui ont du pouvoir, ça a été, on ne fera rien. Nous, les Européens. Pourquoi? Essentiellement parce que ça nous obligerait à détricoter ce que nous avons mis 40 ans à mettre en place, c'est-à-dire la capture du régulateur, de la puissance publique, le démantèlement de l'État-providence, l'indépendance de la Banque centrale européenne, la privatisation des profits, la mutualisation des pertes, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas dit de manière aussi caricaturale et grossière que ce que je viens de dire,
mais c'est quand même ça le message essentiel. On n'est pas prêt à, disons, remettre en cause le modèle social qu'on a mis en place, hyper inégalitaire, pour les questions écologiques. Donc, à ce stade de la discussion, avec d'autres, je ne suis pas le seul, je demande, mais donc, que va-t-il se passer? Réponse, les Chinois vont faire le boulot. Pourquoi? Parce que, me dit-on, me disent-ils, la Chine, elle a un pouvoir dictatorial, non démocratique, autoritaire, qui lui permet de faire le boulot, le sale boulot. Et elle va transiter vers des énergies renouvelables. C'est le plus gros pollueur de la planète aujourd'hui, ce qui est vrai. Donc, on va laisser les Chinois faire le boulot. Bon. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Alors, ils me répondent, nous, eux, les financiers, ces financiers-là, on va mettre nos enfants en Suède, parce qu'avec le réchauffement climatique, le climat suédois sera clément. Ce qui est évidemment une illusion parfaite, parce que les incendies des forêts suédoises l'été dernier ont montré que les écosystèmes naturels suédois vont également souffrir énormément du dérèglement climatique. Et au fond, la migration du vivant de l'équateur vers les pôles va affecter y compris la Suède, bien sûr. Donc il n'y a pas d'île déserte où les très très riches vont pouvoir aller se cacher. Un petit bunker. Évidemment, ils vont devoir se faire des bunkers. Mais c'est très désagréable de vivre dans des bunkers. Je suis allé visiter des villages d'expatriés travaillant dans les hydrocarbures fossiles en Afrique. Donc, à l'intérieur du village, vous avez la piscine, la salle de concert, le cinéma, le terrain de tennis, le terrain de golf. Et on lave les voitures avec de l'eau potable. Vous avez des murs d'enceinte de 5 mètres de haut, double épaisseur, mirador, barbelés, chiens, policiers, etc. De l'autre côté, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Les expats, quand ils sortent de ces villages-là, montent dans des bus militarisés, jeep à l'avant, jeep à l'arrière, talkie-walkie. On ne s'arrête pas au feu rouge, on va sur le site d'exploitation et on revient. Madame qui vit là se paye des psys pour toute sa vie. Et monsieur, évidemment... Se paye des... Non, enfin, je sais pas. Des psys pour toute sa vie aussi. Lui aussi, certainement, il se paye des psys aussi. Ouais. Donc, ils vont mal. Et donc, cette vie bunkérisée dans les gated communities fera souffrir, y compris les plus riches. Mais, pour l'instant, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas ceux avec qui je parlais ce jour-là, à Londres, il y a quelques mois, étaient encore dans cette espèce de fantasme de il existe une île déserte où on va pouvoir se cacher et laisser les autres payer la facture à notre place. Voilà. Donc là, il y a un lieu de résistance très très fort que j'observe. Voilà. Les classes politiques qui sont actuellement au pouvoir ne sont pas nécessairement enfermées dans ce cynisme-là, mais elles naviguent là-dedans. C'est compliqué pour elles. Donc elles naviguent entre, disons d'un côté, les gilets jaunes ou les gilets rouges en Tunisie ou d'autres manifestants, les lycéens qui vont manifester dans la rue pour le climat, etc., sur la planète entière, qui leur disent, écoutez, ça suffit, maintenant il faut prendre la question écologique au sérieux. De l'autre côté, un système financier qui ne prend que très très lentement la mesure de la gravité de la situation écologique et de ce que ça implique de déstabilisation de la sphère financière elle-même. Donc vous avez un financier qui l'a dit de manière très forte en septembre 2015, c'est Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui a, pour la première fois, et ça a été un vrai coup de tonnerre dans la sphère financière, qui a dit la principale menace de la stabilité financière aujourd'hui, c'est le climat. Mais vous avez là-dedans une sphère financière avec évidemment quelques financiers qui ont très bien compris la gravité de l'enjeu et qui essaient de se démener comme ils peuvent. Quelques assureurs qui, parce qu'ils font des pertes de plus en plus fortes à cause de l'impact du dérèglement climatique, commencent à comprendre qu'il va falloir prendre la chose au sérieux puisque leur propre business pourrait être impacté dans les années qui viennent. Donc vous avez le patron d'AXA qui dit il y a 2 ans, une planète à 4 degrés Celsius n'est pas assurable. Donc il va y avoir des tels dégâts sur le patrimoine de capital que nous, on ne pourra plus assurer. Voilà. Mais tout ça dans un contexte où la très grande fragilité bilancielle d'un certain nombre de banques et l'explosion des dettes privées qui fragilisent la totalité de l'édifice financier fait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la sphère financière ne sait pas où aller, que faire. Vous voyez, elle est prise entre un volcan qui va exploser, c'est son propre crack interne, et puis le tsunami qui lui tombe dessus, qui est
le dérèglement climatique. Et donc là-dedans, pour l'instant, ils n'ont toujours pas, enfin en tout cas ceux avec qui je parle, n'ont toujours pas pris de décision forte, en tout cas collectivement. Et la classe politique, qui est très dépendante de la sphère financière, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, pour l'instant, ne prend pas la mesure de l'urgence écologique.